OK. Hmm. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, la semaine dernière, on a commencé par voir comment traduire du code, un algorithme vers un langage Python. Et donc, on a commencé par voir les structures conditionnelles, et on s'est arrêté à comment imbriquer des conditions. D'accord? Donc, imbriquer des conditions, ça nous permet, par exemple, de comparer plusieurs valeurs au sein d'une même condition. C'est-à-dire, on exécute le code si plusieurs conditions, elles sont vérifiées. D'accord? Donc, on va donner par exemple un exemple pour vous montrer un petit peu l'utilité d'utiliser des instructions imbriquées. Donc, il est parfaitement possible d'imbriquer les unes dans les autres plusieurs instructions composées de manière à réaliser des structures de décision complexes. Par exemple, si on souhaite vérifier l'espèce d'un animal ou son classement, par exemple, ici, if embranchement égale à vertébré, on va vérifier sa classe. Si sa classe égale à mammifère, on va regarder son ordre. Si son ordre c'est carnivore, on va vérifier c'est quoi sa famille. Si sa famille c'est félin, on va écrire c'est peut-être un chat. Dans le cas contraire, on va écrire c'est en tout cas un mammifère. Donc, pour exécuter la ligne 6 qui est print, c'est en tout cas un mammifère. Et c'est quoi les conditions qui doivent être vérifiées ou validées? Qui pourra répondre à cette question? Donc, répétez, madame, j'ai pas compris. La ligne 6 ou l'instruction dans la ligne 6, elle sera exécutée dans quelles conditions? C'est quoi les conditions qui doivent être vérifiées avec les if pour exécuter? C'est en tout cas un mammifère. Vertébrés, mammifères. Donc, il faut vérifier la première condition, c'est vertébré, c'est embranchement égal à vertébré. Il faut aussi vérifier que la classe égale à mammifère. Vous voyez ici le print, il est au même niveau que, en Ah fait, oui. il est en dessous de if class, mais il est par contre au même niveau que if ordre égale à carnivore. C'est-à-dire lorsqu'on valide que classe égale à mammifère, il y a deux traitements à faire. Le traitement qui est dans ordre égale à carnivore et un deuxième traitement, c'est en tout cas un mammifère. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour exécuter, c'est peut-être un canari. C'est quelle instruction qu'il faut vérifier? Sa classe? Oui, classe oiseau. Donc, il faut deux conditions. Il faut déjà vérifier que l'embranchement est Vertébré. vertébré. Il faut que la condition classe égale à mammifère, elle n'est pas vérifiée. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas un mammifère. Et par contre, donc, au même niveau, le elif, c'est au même niveau que if classe égale à mammifère. C'est-à-dire c'est la négation de la condition classe égale à mammifère. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, si la première condition qui est if class égale à mammifère n'est pas vérifiée, le compilateur passe à la ligne 7 et il fait le test if class égale à oiseau. Si c'est bien un oiseau, dans ce cas-là, on va simplement écrire c'est peut-être un canari. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, la ligne 9 qui est print, la classification des animaux est complexe. Ça, elle sera exécutée quand et comment? Dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est tout à fait ça. Ça,
c'est une instruction qui est au même niveau que le if, qui est une instruction normale. Que ça soit un mammifère, un carnivore, que ça soit n'importe quelle condition, elle soit validée ou pas validée, dans tous les cas, toujours, on va revenir vers la ligne 9 à la fin pour exécuter la classification des animaux et complexes. Donc, en fait, l'idée ici, on peut exécuter, imbriquer des conditions, surtout pour faire des décisions un petit peu complexes dans un programme informatique. Il faut toujours faire attention à la tabulation au niveau où on a mis les if ou le elif. D'accord? Est-ce que c'est clair? Lorsque, en fait, il y a une tabulation et qui s'est avancé par rapport au if, c'est-à-dire que ça fait partie des instructions à réaliser si ce if est validé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord. Donc, on va passer aux opérateurs de comparaison. Et donc, c'est très nécessaire si on souhaite, par exemple, vérifier des valeurs numériques. Donc, la condition évaluée après l'instruction if peut contenir des opérateurs de comparaison mathématiques. D'accord? If une variable elle est supérieure à une valeur ou le contenu de deux variables, on peut les comparer. Dans ce cas-là, on pourra exécuter des instructions. Par exemple, pour comparer une égalité, on va utiliser le 2 égale. C'est quoi la différence entre un seul égal et 2 égale? On a vu ça pendant la semaine dernière. Il y a un égal, c'est une affectation. Un seul égal, c'est une affectation. Deux égales, c'est simplement une comparaison. D'accord? Et donc, on pourra l'utiliser, par exemple, lorsqu'on fait une instruction conditionnelle ou une structure conditionnelle if, ça nous permet de comparer, par exemple, la valeur, si la valeur dans x est égale à la valeur qui est dans y. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, si on souhaite comparer si deux valeurs sont différentes, qui est tout à fait l'opposé de dire que le contenu de deux variables est égal, on utilise le point d'exclamation égal. Si on souhaite comparer si x est plus grand que y, on fait x supérieur à y. Si c'est pour inférieur, on utilise le signe inférieur. Pour supérieur ou égal, on utilise le signe mathématique supérieur égal. Pour comparer si c'est inférieur ou égal, c'est le signe mathématique inférieur ou égal. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Maintenant, on va voir quelques opérateurs et quelques façons d'écrire le même opérateur qui est, je l'ai expliqué la semaine dernière ou celle d'avant, que certains mathématiciens, ils adeptent parce que c'est plus rapide. Donc, par exemple, pour une affectation, bon, c'est très simple. Pour affecter une valeur à une variable, on fait x égale à 1 ou x égale à 10 ou ce qu'on veut comme valeur. Pour maintenant rajouter, faire une incrémentation, qu'est-ce qu'on fait pour faire une incrémentation? On a dit c'est x égale x plus une valeur. C'est-à-dire, on va incrémenter la valeur de ce x par une valeur. Vous vous rappelez de ça? On a vu Oui. l'incrémentation et la décrémentation. Donc, par exemple, si je souhaite rajouter 1 à l'ancienne valeur de x, on va simplement écrire x égale à x plus 1. Et ça, c'est équivalent à utiliser l'opérateur plus égal. Donc, si je souhaite faire une incrémentation à x par une valeur, je vais simplement faire x plus égal et cette valeur, par exemple, x plus égale 1, qui est équivalent à x égale à x plus 1. C'est deux façons de faire la même chose, cette incrémentation. D'accord? Si vous n'êtes pas très à l'aise avec cet opérateur, utilisez simplement x égale à x plus 1. Ça marche très, très bien avec Python et vous n'allez pas trop se casser la tête. Par contre, si vous voyez ça, parce que si vous êtes censé un jour lire du code d'un autre développeur, lorsque vous voyez x plus égale 1, cela veut dire x égale à x plus 1. Est-ce que c'est clair?
Oui. Maintenant, pour la décrémentation, on fait, par exemple, x égale à l'ancienne valeur de x, donc x égale à x moins 1, ou bien moins 2, ou moins ce qu'on veut, d'accord? Donc, l'incrémentation, pour faire l'incrémentation, on peut utiliser l'opérateur moins égal. Donc, ça fait x moins égal une valeur. C'est-à-dire qu'on va décrémenter ce x de cette valeur. On va changer la valeur de x et on va la remplacer par l'ancienne valeur de x moins cette valeur. Est-ce que c'est clair? Non. D'accord, Fatou. C'est quoi qui n'est pas clair? Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Si on souhaite faire une incrémentation, c'est-à-dire changer l'ancienne valeur d'une variable et la remplacer par une valeur, par une nouvelle valeur, par quelque chose qui est son ancienne valeur plus quelque chose, plus 1 par exemple. Si on souhaite incrémenter de 1, on rajoute simplement 1. Pour incrémenter de 1, c'est x égale à x plus 1. Est-ce que ça, déjà, c'est clair? Ah oui. Donc, l'incrémentation de x par 1, il est égal à x égale à x plus 1. C'est-à-dire, si x avant cette instruction est égal à 3, lorsque je fais x égale à x plus 1, sa nouvelle valeur devient égale à 4. D'accord. Donc maintenant, il y a un équivalent, un opérateur qui a été défini en Python qui permet aussi de faire l'incrémentation. Cet opérateur, c'est plus égal. Donc, lorsque on écrit x plus égal à 1, c'est la même chose, c'est tout à fait équivalent à dire x égale à x plus 1. D'accord, j'ai compris. D'accord? L'incrémentation, c'est la même chose. On utilise l'opérateur moins égal. Si on souhaite faire multiplication, c'est-à-dire multiplier l'ancienne valeur de x par une valeur, on va simplement faire x égale à x fois ou étoile, parce que l'étoile, il remplace fois, une valeur. D'accord? Et ça, on pourra le remplacer par l'opérateur étoile égale. Donc, vous avez compris, à chaque fois, on souhaite changer l'ancienne valeur de x pour faire pour lui ajouter quelque chose ou lui décrémenter quelque chose ou le multiplier ou le diviser, on met le signe de cette opération mathématique égale. Donc, ça fait x l'opérateur mathématique qu'on souhaite effectuer sur x égale, et après on met c'est quoi le diviseur ou c'est quoi la deuxième partie dans cette opération mathématique. Madame, par contre, quand il y a fois égal, c'est pas enfin, ça s'appelle pas une incrémentation? Ça Non, s'appelle comment? c'est une multiplication, elle n'a pas de Non, non, mais nom. j'ai compris, mais l'incrémentation, c'est toujours addition. Non, Enfin, ça une porte pas un nom incrémentation, particulier. non, il y a une grosse différence. Une addition, on pourra mettre C égale à A plus B. C'est-à-dire, tu as pris une valeur de A et tu lui as changé un B et tu l'as sauvegardé dans C. Ça s'appelle une addition. Bien sûr que X égale à X plus 1, ça s'appelle aussi une addition. Mais une incrémentation, c'est un type particulier d'addition. C'est simplement rajouter à l'ancienne valeur de ce X quelque chose. C'est pour ça qu'il y a x plus quelque chose, c'est-à-dire on va changer l'ancienne valeur de x et on va lui affecter l'ancienne valeur plus 1 ou plus 2 ou plus 3. Est-ce que vous voyez la différence? Oui, oui, j'ai compris, mais en fait, je voulais juste savoir si ça portait un nom particulier, le fois égal. Non, j'ai dit que non. Ok. Ça n'existe pas. Il y a uniquement incrémentation, décrémentation. Et on dit incrémentation, décrémentation parce que on l'utilise surtout dans les boucles. On va voir ça, on va reprendre ça dans les boucles aussi. Donc, c'est plus utilisé parce que c'est un compteur. X, on pourra l'utiliser comme un compteur et on pourra l'incrémenter ou le décrémenter. Par contre, fois égal n'a pas de nom, diviser égal n'a pas de nom. Il y a une autre opération qu'on pourra l'utiliser. Vous allez voir, on va l'utiliser. C'est le reste de la division entière. D'accord? Est-ce que vous connaissez c'est quoi le reste d'une division? Le reste, non?
le reste de la division entière. Ce n'est pas juste le reste, c'est le reste de la division entière. Donc, c'est par 0? exemple, non, ce n'est pas toujours 0. Non, ce n'est pas toujours 0. Par exemple, si on fait 10 divisé par 3, le reste de cette division est égal à 1. Ah, oui. Parce que c'est 3 fois 3 plus 1. Donc, c'est le reste de cette division. 10 par 3, il donne 3. Et le reste de cette division est égal à 1. Par exemple, 5, on va prendre un autre exemple. 7 divisé par 3, le reste de cette division est égal à combien? Ou par 4. OK, 7 divisé par 4. Le reste de cette division, c'est combien? 3. C'est ça, 3. Donc, le reste de la division, pour calculer le reste de la division, on utilise aussi un mot technique, ça s'appelle modulo. D'accord? Donc, c'est pourcent quelque chose. Donc, par exemple, le reste de la division de x par 2, on va simplement écrire x pourcentage ou pourcent de. Donc, ça nous fait le reste de cette division. Donc, ça, on pourra le sauvegarder dans la même variable x, c'est-à-dire si je souhaite remplacer x par le reste de la division entière de x par 2, je vais simplement écrire x égale à x % 2. Et pour ceux qui sont plus à l'aise, au lieu de faire x égale à x % 2, ils peuvent écrire tout simplement x % égale à 2. C'est la même chose. Est-ce que c'est clair? D'accord. Maintenant, on peut aussi, au lieu de calculer le reste de la division entière, mais plutôt calculer le résultat entier de la division. Dans ce cas-là, on va utiliser deux anti-slash. D'accord? Donc, par exemple, x égale à x, dans 2 anti-slash 2. Si x est égal à 5, ça nous fait combien? Le résultat de cette division, ça fait 2. Donc, x égale à x % 2. Imaginons x égale à 5, d'accord? X égale à x % 2, ça va nous donner combien? 1, le reste de cette division. Et x égale à x 2 anti-slash 2, ça va nous donner 2. C'est le résultat de la division. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, on peut aussi faire des puissances. Si on souhaite calculer x puissance 4, on écrit x égale à x 2 étoiles. 2 étoiles, ce n'est pas une seule, c'est 2. Une seule étoile, c'est multiplication. 2 étoiles, c'est une puissance. Est-ce que c'est clair? Oui. OK, donc on a dit que l'opérateur pourcent et l'opérateur modulo, c'est la même chose. Lorsqu'on utilise le mot modulo, c'est-à-dire on parle du reste de la division entière et on va utiliser simplement le signe ou le symbole pourcent pour modéliser ce modulo ou cet reste de la division entière. Donc, ainsi, par exemple, A % 2 fournit le reste de la division de A par 2. D'accord? Donc là, on va essayer d'exécuter ensemble ça et je vais choisir quelqu'un pour faire l'exercice avec moi qui souhaite faire, on exécute ensemble, on essaie de compiler ensemble manuellement ce code et on l'exécute ensemble. Qui souhaite faire ça? Est-ce que vous pouvez lever votre main, s'il vous plaît? Personne? À part Alexandre et Henri. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut bosser? Abdel, est-ce qu'on pourra exécuter ensemble? Ou bien Moi, si Noé? vous voulez. Ouais, allez, vas-y, on va le faire. Donc, A égale à 7. Ouais. OK. If, c'est quoi? Je vous laisse lire et après, on va exécuter ensemble. Donc, c'est à vous. Vous pouvez lire, s'il vous plaît? Ah, vous parlez de moi? Oui. Ah, ok. Donc, si A %, enfin, je viens d'arriver, donc je sais pas trop. Bon, il n'y a pas de souci, vas-y. Ok, A % de 2, je crois. Et Oui. on affecte, non, on compare 2 à 0, ou je sais pas, un truc comme ça. D'accord. Donc, ici, on a une structure conditionnelle if.
qu'est-ce qu'on va Ouais. tester? On va tester si le pourcent, on a dit, il sert à faire quoi? Ah, à diviser. Non, c'est le reste de la division Ah entière. oui, ok. C'est pas la division en elle-même, c'est le reste de cette Ok. division. Donc, A, le reste de la division de A par 2, ça nous donne combien? Ça nous donne 0. Le reste de la division A Non, ici est bah égal à apparemment, 7. oui, est égal à 7. Mais là, pourquoi il écrit 0 du coup? C'est on compare à 0 pour Non, voir mais moi, j'ai si... posé une question simple. Ici, A égale à 7. Donc, A pour 102, ça nous donne combien? Bonne question. Je sais pas. 7 Attends. divisé par 2. Ouais, ça fait 4 et après, bah, il nous reste 3. C'est pas grave. Donc, 7 divisé par 2, ça nous donne 3. Et le reste de Ah sa oui, division, c'est 1. 3. C'est une blague, mais c'est pas Ouais, grave. mais c'est- Donc, le reste de la division de 7 par 2, ça nous donne 1. Est-ce que 1 est égal à 0? Attendez, le reste. Ok, bah non. Est-ce que 1 est égal à Non, 0? non, Non. non, Dans ce non. cas-là, qu'est-ce qu'on va exécuter? Bah on fait alors A et impair du coup. A est impair, tout à fait. Donc, cette condition de if n'est pas validée. Donc, on ne va pas exécuter les instructions qui suivent ce if, mais plutôt, on va exécuter le else qui est l'opposé de ça parce que cette Ok. condition n'est pas vérifiée. Mm, Donc, A est impair. 7 est un nombre impair. ok. D'accord, merci. Mais excusez-moi, non, parce qu'en fait, ça fait 6 ans, j'ai pas fait tout ça. Mais le reste, c'est pas. Ah, du coup, le reste, c'est ce qui est en dessous dans la division. C'est Ok. le reste de la Ouais, division ok, ok, entière. ok. Ok, D'accord. Est-ce ça que marche. quelqu'un d'autre pourra exécuter ça et on va choisir une autre valeur de A? Je veux bien, madame. Vas-y. Donc, on va prendre A égale à 8. D'accord? Mhm. Ensuite, donc, la première instruction, au lieu d'avoir A égale à 7, ça sera A égale à 8. Vas-y, exécutez pour moi ce code. Ok, du coup, A égale à 8 divisé par 2. Du coup, le reste, c'est 0. Donc, on va Oui, exécuter print de A est pair. d'accord. Donc, ici, le reste de cette division 8 divisé par 2, son reste est égal à 0. 0. Donc, on compare ce 0 par rapport, parce qu'il y a égal à 0. Donc, oui, cette condition est vérifiée parce que le reste de la division entière de 8 par 2 est bien égal à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement écrire A est pair. Ensuite, On peut aussi mettre print parce que le reste de la division par 2 est nul. c'est pas on peut, On il faut le doit. faire, Ouais, on on doit, doit. tout à fait. Voilà. Donc, toutes les instructions qui sont après le 2 points de ce if et qui sont en décalé, ils font partie des instructions à réaliser ou à exécuter lorsque le if est vérifié, lorsque la condition du if est vérifiée. Ici, la condition du if est bien vérifiée, donc on va exécuter deux instructions. A est pair parce que le reste de sa division par 2 est nul. Dans le cas où cette condition n'est pas vérifiée, il y a une seule instruction qui doit être exécutée, c'est simplement A est impair. Est-ce que c'est clair? Clair pour tout le monde? Normalement, vous avez dû voir ça un Oui. petit peu dans les TP, non? Dans le TP de cette semaine. Oui. Et la semaine prochaine, on va essayer de revoir les mêmes choses, des structures conditionnelles, les entrées-sorties, les boucles. Donc, on refait presque la même chose, mais plus d'exercices pour que vous puissiez pratiquer le maximum possible. D'accord? D'accord. Donc, maintenant, on va voir les opérateurs logiques. On a vu les opérateurs de comparaison qu'on pourra les utiliser dans les structures conditionnelles. Donc, la condition, dans la condition, on peut avoir une comparaison ou on peut avoir un test logique avec des opérateurs logiques. Donc, les opérateurs logiques vont être principalement utilisés avec les conditions. Donc, ils vont nous permettre d'écrire plusieurs comparaisons au sein d'une même condition ou encore d'inverser la valeur logique d'un test. D'accord? Donc, on pourra tester, au lieu de tester une seule condition, on peut tester plusieurs conditions dans une structure conditionnelle, dans un if.
D'accord? Donc, on peut utiliser, par exemple, soit le and, soit le or, soit le not. Le and, il renvoie true si toutes les deux expressions sont évaluées à true. Le or, il renvoie true, c'est-à-dire vrai en français. Il va renvoyer vrai si une des comparaisons vaut true. Le not, il renvoie true si la condition vaut false et inversement. Est-ce que c'est clair? On va voir des exemples, d'accord? Donc là, on va par exemple prendre deux conditions Q et P, d'accord? Pour le premier exemple, Q est égal à true, P est égal à true. Donc P and Q, qu'est-ce que ça va nous donner? Si les deux sont true, leur and Trou. leur and, c'est true. Si la condition Q est égale à true et la condition P est égale à false, le C'est and false. de P et Q est égal à false parce que tout simplement, il faut avoir les deux Les true deux. pour que ça soit Ouais. true. Sinon, dans le reste des conditions, c'est toujours false. Donc, si Q est égal à false et P est égal à true, ça nous donne false. Si les deux sont false, le and des deux conditions est égal à false. Est-ce que c'est clair? Donc, avec l'opérateur AND, chaque expression devra être évaluée à true par Python pour que le code dont la condition soit exécuté. D'accord? Donc, on va prendre des exemples. Qui souhaite faire l'exemple avec moi? Levez votre main, s'il vous plaît. Il y a quel... Bon, vas-y, Alexandre. De toute façon, apparemment, ils ne veulent pas bosser. C'est comme ça. Donc, c'est quoi la première instruction, Alexandre? Bah, X prend la valeur de 1 et Oui. Y prend la valeur de 5. Oui. Donc, Si, on a dit ça, comment ça s'appelle ça? On l'a vu la semaine dernière, celle d'avant. On a appelé ça une affectation Affectation, c'est ça. multiple. C'est-à-dire, on va affecter à plusieurs variables, plusieurs valeurs simultanément, en même temps. Donc, on a fait une affectation multiple, on a affecté à X1 et on a affecté à Y5. Ok. Ensuite, Donc, si X est inférieur à 5 ou Y inférieur non, à... c'est pas ou. And, et. Ah, excusez-moi, non, je me suis trompé de slide sur mon truc à côté. Oui, donc c'est AND, oui. Attendez, je vais revenir sur le bon truc du coup. Voilà. Donc, si X est inférieur à 5 et Y était inférieur à 10, Oui, c'est and parce que le ou, ça devient complètement, c'est un autre opérateur. Le oui, ou, c'est or, d'accord? Alors que ici, nous sommes avec l'opérateur and où il faut les deux conditions vraies pour exécuter l'instruction. Donc, est-ce que x est inférieur à 5? oui, Parce que 1 est bien inférieur à 5. Est-ce que oui, maintenant y est inférieur à 10? Est-ce que ce 5 est, parce que y est égal à 5, est-ce que 5 est inférieur à 10? oui, Donc, les deux conditions sont vérifiées. Les oui, deux ouais. conditions peuvent être évaluées à true. Donc, true and true, ça donne quoi? Bah, ça fait afficher le message X contient une valeur inférieure à 5 et Y une valeur inférieure à 10. Tout à fait. Donc, la condition est vérifiée. Dans ce cas-là, on va exécuter l'instruction dans la ligne suivante, qui est l'instruction à exécuter dans le cas où la condition est vérifiée. Et donc, on va afficher ce message. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Parfait. Ensuite, maintenant, on va voir l'opérateur OR. L'opérateur OR, en fait, le AND en français, c'est un et logique. L'opérateur OR, c'est ou logique. Donc, il suffit d'une expression qui soit évaluée à true pour que le code dans la condition soit exécuté. Il faut un seul true pour que ça soit true. D'accord? Tout à l'heure, on a eu un seul true et 3 false dans les 4 possibilités, les combinaisons de ces true et false. Maintenant, ça sera 3 true et un false. Donc, il y aura une seule fois où ça soit false lorsque les deux conditions sont false. Sinon, dans le reste des cas, peu n'importe Q et P, la valeur de P ou Q, du moment où il y a un seul trou, ça passe à true. OK?
Donc là, on va essayer d'exécuter ce code-là. Qui pourra exécuter le code avec moi? Est-ce que je peux Oui, exécuter? vas-y. C'est x est égal à 1 et y Oui, est égal à 5. parfait. Si x est inférieur à 5 ou y est inférieur à 5, Oui, afficher x ou y stocke une valeur stricte qui est inférieure à 5, strictement inférieure à 5. d'accord. Donc, dans ce cas-là, est-ce que notre x est inférieur à 5? Oui, Parce que 1 est bien inférieur à 5. Donc, cette partie-là est égale à true. Et on a un OR, d'accord? oui, Et qu'est-ce qu'on a dit dans le cas d'un OR? Il faut que l'une des deux conditions soit true pour que on pourra exécuter l'instruction. Oui ou non? Donc oui, ici, déjà, même à partir de la première partie qui est x inférieur à 5, elle est l'instruction là, évaluée c'est à true. Donc, on s'en fout si y elle est inférieure à 5 ou non. Parce ok, qu'il y a un OR, d'accord? Il faut l'une des deux conditions. Il faut soit x elle est inférieure à 5, soit y inférieur à 5. Oui ou non? oui, Avec un OR, c'est ça en fait. Soit ça, soit ça. Du moment où l'une des deux parties elle est bien vérifiée et validée, c'est bon. Donc ici, dans notre cas, on n'a même pas besoin de regarder si y elle est inférieur à 5 ou non, parce que déjà la première partie, x elle est bien inférieure à 5. Dans ce cas-là, on va simplement afficher x ou y, ou les deux stockent une valeur strictement inférieure à 5. D'accord? oui, Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Maintenant, on a un autre opérateur logique, c'est le NOT. Le NOT, c'est le contraire ou la négation de la condition. C'est-à-dire, si la condition est vraie, si on fait NOT, ça devient false. Si elle est false de base, et on fait un NOT, elle devient true. D'accord? Donc, par exemple, on a une condition P. P, il est évalué à true. Si on met NOT devant, elle devient false. Si elle est false, on met un NOT devant, elle devient true. D'accord? Vous allez voir un exemple tout simple. Est-ce que 2 est inférieur à 1? Ben non. Non. Dans ce cas-là, lorsqu'on met 2 inférieur à 1, le compilateur, il va nous retourner la valeur booléenne false, c'est-à-dire ce test, cette comparaison, elle retourne un false. Si on souhaite avoir l'opposé de ça, l'opposé de 2 inférieur à 1, on met note. Donc, note 2 inférieur à 1. Tant que 2 inférieur à 1, elle donne false, le note de false, elle retourne un true. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Bah, c'est-à-dire que quand on fait note 2 inférieure stricte à 1, la machine, elle comprend 2 supérieur ou égal à 1. Non, elle ne comprend pas ça. Elle comprend 2 inférieur à 1. Elle a fait la machine, c'est une boîte noire, elle est bête. Elle ne comprend rien, elle ne raisonne pas la machine. La machine, elle a vu 2 inférieur à 5. Elle a dit, elle a vérifié que 2, est-ce que 2 elle est inférieur à 5, oui ou non? Pour elle, non. 2 n'est pas inférieur à 5. Elle a vu une note. Elle a fait l'opposé de 2 inférieur à 5. Elle retourne true. Pour elle, c'est Enfin, des là, c'est 1. commandes. C'est 1 du coup. C'est 2 inférieur à 1. Oui, c'est l'opposé. Oui, 2 Vous avez dit inférieur. 5. Pardon. C'est OK. 2 inférieur à 5, ça retourne un false. Le nom d'un false, ça retourne un true. C'est ça. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair, mais donc du coup, la machine, elle transforme pas ça. Elle à dire- transforme rien, il n'y a pas d'affectation, rien du tout. C'est comme un calcul mathématique. Elle a exécuté cette partie-là dans un ordre bien précis. C'est quoi l'ordre bien précis? C'est exécuter premièrement la comparaison, puis le test logique. Et elle retourne quelque chose, c'est tout. Il n'y a pas d'affectation ici. Donc, elle remplace rien. Clair ou pas clair? Oui, clair. Madame, Oui, donc en gros, si je mets 2 inférieur à 1 dans mon programme, on va directement m'afficher false. oui. Ok, Tout à merci. fait. Ça, c'est un code que j'ai exécuté sur ma machine. D'accord? Mais moi, j'utilise des invites commandes. Je travaille plus avec des invites commandes, pas avec Jupyter Notebook.
OK, par exemple, on va faire quelques tests ensemble. Est-ce que 8 est inférieur à 9? Si j'écris 8 inférieur à 9, qu'est-ce que mon ordinateur ou mon compilateur va retourner? Vrai. Vrai, donc il va retourner true. C'est vrai, pour nous, c'est vrai, mais lui, il va retourner true. Pour lui, l'évaluation de cette opération mathématique, c'est un trou. D'accord? Lui, il ne connaît pas vrai. Lui, il est bête. C'est une boîte noire. D'accord? Nous, lorsqu'on voit trou, on comprend c'est un vrai. Mais lui, il ne comprend même pas vrai. Si on lui écrit vrai, il ne va pas comprendre. Il est bête. D'accord? Donc, 8 inférieur à 9, il retourne un trou. 2 inférieur à 1, False. d'accord? 8 inférieur à 9 maintenant. 1, 2 inférieur à 1. On a dit la première partie, c'est un trou et la True. deuxième partie, c'est un Non, false. false. Donc, true and false, ça retourne quoi? False. Ça retourne un false. Maintenant, on va affecter à x la valeur 36. Est-ce que ce x, il est bien supérieur à 13? Oui. Oui. Est-ce et, d'accord, ce x, il est inférieur à 27? Non. Non. Donc, on a eu un true et un false. Donc, Ça fait le false. 1 de ces deux-là, ça fait un false. Maintenant, on va affecter à x la valeur 20. Est-ce que ce x est strictement supérieur à 13? Oui. Oui, donc ça fait un trou. Est-ce que ce x qui est égal à 20, il est inférieur à 27? Oui. True. Donc, trou, un trou, C'est true. ça donne un trou. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Tout le monde, pas Alexandre et Oui. Henri. Adam, par exemple, est-ce que c'est Oui. clair? Amine, Asia, Aurélie, Bruno, Céline, Oui. Charles. Oui, madame. D'accord. Ok. Oui. Ok, donc maintenant on va voir on va voir d'autres structures et on va voir maintenant des structures plutôt itératives et on va utiliser des boucles. Donc une structure itérative, c'est-à-dire qu'il y a des boucles, c'est-à-dire qu'on va répéter un traitement un certain nombre de fois. Donc les structures itératives permettent d'exécuter plusieurs fois une même série d'instructions ou d'itérations. D'accord? C'est un traitement qu'on va l'exécuter plusieurs fois. D'accord? Donc, on a vu en algorithmique certains boucles. Donc, on a vu le pour, on a vu le tant que. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Pour, tant que. Jusqu'à. Oui, c'est répété jusqu'à. Répéter jusqu'à. Oui. D'accord. Donc là, maintenant, on va voir la traduction. On va voir la traduction de ces boucles-là ou de ces structures itératives. On va voir ça en Python. Comment on le traduit en Python? On a dit que cette partie algorithmique, on pourra le traduire dans n'importe quel langage de programmation. Donc, dans notre cours, on va apprendre comment traduire ces algorithmes en Python. Donc, en Python, la traduction du boucle tant que, c'est un while. C'est comme le mot en anglais. Tant que la traduction de tant que en anglais, ça donne un while. Parce qu'on a dit que les mots-clés qu'on utilise dans Python, c'est plus en anglais parce que ça parle à plus de monde. Le programmeur, le développeur qui a développé ce langage, il a choisi plutôt de mettre les termes ou les mots-clés en anglais pour que ça parle à plus de monde. Donc l'instruction while ou tant que en algorithmique permet d'exécuter les blocs d'instruction qui en dépendent tant que la condition suivant le while est vraie. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, c'est quoi le syntaxe? Et ça, il faut l'apprendre par cœur, le syntaxe. On met while, on va mettre une condition. À la fin de la condition, on fait 2 points, retour à Tabulation. la ligne, tabulation, et on va mettre des instructions. Et à chaque fois, on souhaite exécuter une nouvelle d'instruction dans ce bloc d'instructions. Il ne faut jamais oublier, après rentrer à la ligne, faire une tabulation. Oui, Henri, Ce que et il vous faut... appelez,
Ce que vous Et appelez... nous sommes très en retard. En fait, on a un programme où nous sommes très en retard. Donc, je vais essayer de limiter les questions. Donc, les personnes qui ont des questions, ils peuvent les mettre dans une liste. Et après, soit on revoit ça une autre fois, soit ils m'envoient un mail ou sinon, on ne va pas pouvoir finir ce D'accord, mais là, cours. c'est très rapide ma question. Tabulation, c'est juste aller à la ligne? Non, tabulation, C'est c'est tab. retour. En fait, c'est les deux flèches. C'est les deux flèches dans votre clavier. C'est un grand espace. Et pour pouvoir faire la tabulation, c'est deux flèches. C'est les deux flèches dans votre clavier. D'accord? Ok, merci. Qui sont dans le clavier situé à gauche. La première ligne à gauche, troisième colonne. Normalement, dans la majorité des claviers, c'est comme ça. D'accord? C'est les deux grandes flèches. C'est ça une tabulation, c'est un grand espace. Sinon, vous tapez sur Google keyboard ou bouton ou je sais pas. Il va vous montrer l'image sur votre clavier. D'accord? Donc, ça C'est sera bon. while. On présente la condition, 2 points, retour à la ligne et après on met le bloc d'instruction. Donc, maintenant, on va voir comment l'exécuter. D'accord? C'est comme l'ordre d'exécution du compilateur lorsqu'il voit un code avec une condition while. Donc, il va essayer d'évaluer la condition. Comme tout à l'heure aussi, lorsqu'on avait des structures conditionnelles, on commence par évaluer la condition. Si c'est vrai, on va exécuter l'ensemble de traitements. Vous vous rappelez ou pas? Ici, à chaque fois, on faisait quoi avec les if? On vérifie la condition. Si par exemple l'embranchement est vertébré, oui ou non. Donc, on vérifie la condition. Si c'est bon, on va essayer d'exécuter le traitement correspondant. C'est la même chose avec les boucles while. Donc, avec une boucle while, on commence par évaluer la condition. Si elle est vraie, on exécute le bloc d'instruction et on reprend à 1 qui est le while. Et on reprend à 1 qui est l'évaluation de la condition. D'accord? Si elle est fausse, le programme il simplement passe au bloc d'instruction suivant le while. D'accord? Qui est au même niveau qu'un while. On va voir un exemple, j'espère. D'accord? Donc là, on va voir un exemple. Par exemple, on a n égale à 5. On a déclaré une variable n, on a mis dans n la valeur 5. On a déclaré une deuxième variable qui s'appelle somme. On lui a affecté 0. On a créé une troisième variable qu'on a appelée indice. On lui a affecté 1. Maintenant, on va commencer une boucle while. Déjà, la première chose, c'est quoi les instructions qui sont exécutées lorsque indice est inférieur ou égal à n? La somme est égale à somme plus indice. Juste ça? Et indice est égal à indice plus 1. Donc, il y a le bloc d'instructions qui sera exécuté. C'est ces deux instructions, incrémenter la somme et incrémenter l'indice. D'accord? Donc, déjà, j'ai compris c'est quoi ma boucle while. Lorsqu'on va sortir de cette boucle while, on va simplement afficher somme. Donc là, j'ai compris. D'accord? Maintenant, je vais commencer à exécuter ce code-là. Est-ce que indice qui est égal à 1, il est inférieur ou égal à 5? Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 5? Oui, oui. Oui. Donc, dans ce cas-là, somme, elle prend l'ancienne somme plus indice. Donc, somme, elle devient égale à combien? Somme, elle prend l'ancien somme qui est 0, 0 plus 1. Donc, ça fait 1. Donc, la nouvelle somme. Donc, ici, vous voyez, on a créé comme un tableau pour exécuter ce code-là et mettre les valeurs à chaque itération. Donc, dans la première itération, d'accord, dans la première itération, somme, elle devient égale à 1. D'accord? Et indice, on va l'incrémenter. Indice, il devient égal à 2. D'accord? Maintenant, est-ce que 2, la nouvelle valeur d'indice, elle est inférieure ou égale à 5? Toujours. Oui, toujours. Dans ce cas-là, somme, elle va prendre l'ancienne
somme plus indice. Donc, la nouvelle somme, elle sera égale à 1 plus Plus 2. 2. Donc, la nouvelle somme, elle devient égale à 3. D'accord? Donc, somme, elle devient égale à 3 et indice, on va l'incrémenter. Donc, indice, il devient égal à 3. 3. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 5? Toujours. Toujours. Donc, dans ce cas-là, somme, elle va prendre l'ancienne somme qui est 3 plus indice. Donc, elle devient égale à 6. parce que indice, on a dit égal à 3, d'accord. Donc, est égal à 6 et indice, il va devenir égal 7. à combien? 7. Non, indice, Non, c'est 4, une 4, 4, oui. incrémentation de 4. 1, donc 4. égal à 4. Est-ce que 6 est inférieur ou égal à 5? Non. Est-ce que 6 est inférieur ou égal à 5? Non. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va afficher? La somme. On va afficher simplement la somme et donc on va afficher simplement 6. 6. Est-ce que c'est clair? Oui. Pour tout le monde? Oui. Oui. D'accord. Qui a des questions sur cette partie? Qui souhaite que je répète ça parce que c'est important? OK. Donc, c'est pour la boucle while, c'est tout, hein? On a vu le syntaxe, on a vu comment l'exécuter. Maintenant, il faut écrire des codes avec des boucles while. Vous allez voir beaucoup des exercices avec les boucles et les structures. OK, maintenant, on va voir une autre structure itérative, c'est la boucle for. D'accord? La boucle for, elle remplace en algorithmique la boucle pour. D'accord? Donc, ça sera for quelque chose, un compteur in un ensemble de valeurs. Donc, l'instruction for in, elle permet de faire parcourir à une variable l'intégralité d'une structure de données comme les caractères d'une chaîne ou une liste d'entiers et d'itérer un bloc d'instructions au fil de ce parcours. D'accord? Donc, c'est une structure itérative qui peut présenter une alternative intéressante à l'instruction while. D'accord? On a dit while. Avec un while, est-ce qu'on sait à l'avance le nombre de fois qu'on va exécuter un traitement? Non. Non, on ne sait pas à l'avance. Donc, on sait une condition. Il faut que la condition soit vérifiée pour exécuter le bloc d'instruction. D'accord? Alors qu'avec une boucle for, on sait à l'avance le nombre de fois qu'on va exécuter un traitement. Donc, c'est une structure itérative qui peut représenter une alternative intéressante à l'instruction while. D'accord? Donc, on va voir différentes façons d'exécuter cette boucle for. Donc, par exemple, si je souhaite exécuter un traitement 10 fois, d'accord? Donc, je peux utiliser for k in range de 1 à 10. Et on va voir ça, comment on pourra, c'est quoi les différentes façons d'exécuter une liste d'entiers. D'accord? Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction. C'est la fonction range. La fonction range, elle va nous retourner une liste qui contient toutes les valeurs entières qui sont comprises entre une valeur min et une valeur max. Donc, ici, range 1,10, c'est-à-dire toutes les valeurs entières entre 1 et 10, 10 non compris. La dernière valeur non compris. Donc, c'est de 1 jusqu'à 10 et 10 non compris. D'accord? Donc, for k in range 1, 10, print k, c'est simplement, ça va nous donner 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Maintenant, si je souhaite simplement faire une boucle for sur une liste de chaînes de caractères, par exemple, ça sera for. Ici, je choisis un compteur. C'est comme tout à l'heure cas. Ici, j'ai appelé mon compteur champ. Donc, for champ in Alice, Anaïs, Nathalie. Et après, je vais faire un print champ. Donc, ça va m'afficher simplement le contenu de cette. À chaque nouvelle itération, il va prendre une valeur. Vous avez compris? C'est-à-dire ici, lorsqu'on exécute cette boucle-là,
champ, c'est un compteur. Et ce champ-là, dans chaque itération, il va prendre une valeur dans cette liste. Donc, dans la première itération, champ, il va prendre la valeur Alice. Donc, lorsque j'ai dit print champ, il a simplement imprimé ou il a écrit ou affiché Alice. Ensuite, on fait une sorte d'incrémentation, c'est ou un passage à la valeur suivante. Donc, la valeur suivante dans une liste, c'est Anaïs. Donc, dans la deuxième itération, champ est égal à Anaïs. Lorsque j'ai fait print champ, il a affiché Anaïs. Dans la troisième itération, champ est égal à Nathalie. Donc, on a affiché ensuite Nathalie. Et après, c'est terminé, on n'a plus d'éléments dans cette liste, donc c'est la fin de la boucle for. Dans le premier exemple, K, il prend toutes les valeurs possibles de 1 jusqu'à 10, 10 non compris. Donc, dans la première itération, K est égal à 1. Ensuite, on va incrémenter, on passe à la deuxième valeur dans cette liste. Donc, c'est égal à 2, c'est l'incrément, c'est la deuxième valeur 2, puis la troisième valeur, puis 3, puis 4, jusqu'à 9. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. pourquoi le 10 il est non compris alors que l'autre on a pris Nathalie? En fait, c'est la fonction range. On va voir, on aura tout un cours sur les fonctions. La fonction range, elle retourne toutes les valeurs de 1 à 10 non compris, à la dernière valeur non compris. Celui qui a codé la fonction en Python qui s'appelle range, il l'a définie de cette façon-là. Donc, à nous d'apprendre et de l'appliquer correctement. Il n'y a pas de pourquoi. Lui, il a fait un choix. Si vous, cette fonction-là, ça ne vous arrange pas, il faut coder votre propre fonction qui fait de valeur min jusqu'à valeur max, compris cette fois-ci. Mais si on souhaite utiliser range, range est défini comme ça. Est-ce que c'est clair? Du coup, là, si on fait for k, n sans le range, est-ce qu'on prend le 10 aussi ou pas? Non, on ne prend pas le 10. Si 10 on enlève le range, Mais comment on va aller de 1 jusqu'à 10? Il faut avoir toutes les valeurs de 1 à 10. Et pour avoir toutes les valeurs de 1 à 10, une façon de le faire, c'est d'utiliser la fonction range. Si on fait 1,10, ça ne marche pas. Il y aura un message d'erreur parce que le compilateur, il ne va pas comprendre. Est-ce que c'est clair? ok, merci. D'accord. Maintenant, on va voir l'instruction break. D'accord? On va voir des instructions qu'on peut utiliser dans des boucles itératives qui nous permettent de sortir ou d'arrêter la boucle. D'accord? Donc, par exemple, l'instruction break, elle permet d'arrêter une boucle avant sa fin. D'accord? C'est-à-dire, même si normalement, il faut répéter le traitement 10 fois ou 100 fois, avec la fonction break, on peut l'arrêter à 20, on peut l'arrêter à 30. Si par exemple on a besoin, lorsqu'on arrive à une certaine valeur ou lorsqu'on atteint une condition dans le traitement, ne pas continuer jusqu'au bout, donc on pourra utiliser un break parce que break, il permet simplement d'arrêter cette boucle et sortir de la boucle. Donc on va voir un exemple. Donc on a dit for i. Pour la fonction range, on va voir dans le slide suivant ou celle d'après toutes les possibilités, toutes les définitions pour pouvoir exécuter range. Donc, on a vu tout à l'heure dans le slide d'avant que range, elle peut prendre une valeur min et une valeur max. Et donc, elle va retourner toutes les valeurs qui sont comprises entre min et max, max non compris. La deuxième possibilité, c'est range et mettre entre une parenthèse une seule valeur. Lorsqu'on met une seule valeur, c'est-à-dire on va prendre toutes les 5 valeurs et on commence à 1, il me semble. D'accord? Donc, for i in range 5, on va plutôt à partir de 0, toutes les valeurs à partir range de 5, ça va nous retourner toutes les valeurs, 5 valeurs, d'accord, à partir de 0. C'est-à-dire ça fait 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est la même chose que dire range 0,5. D'accord? Donc, for i in range 5, pour la première itération, i est égal à 0. Est-ce que i est égal 3?
pour i égale à 0? Non. Non. Donc, on ne va pas exécuter ce qui est dans cette boucle if. Donc, on va simplement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le if n'est pas exécuté. On affiche le i. On affiche le i. Ici, dans la boucle for, il y a un traitement, un test si i est égal à 3 et une autre exécution, c'est l'affichage de i. Donc, premier test non validé, on ne fait rien par rapport à ce test et on affiche i, donc on affiche 0. Après, on va passer à la deuxième valeur dans ce range. Donc, maintenant, i, elle devient égale à 1. Est-ce que 1 est égal à 3? Non. Non, donc on va pas exécuter ça. On affiche ensuite le 1, on passe à la troisième valeur. La troisième 2. valeur, i égale à 2. Est-ce que 2 est égal à 3? Toujours pas. Toujours pas. Donc, on affiche encore le i. Donc, on va afficher le 2. On passe à la quatrième valeur. La quatrième valeur est égale C'est à 3. 3. Est-ce que i maintenant qui est égal à 3 est bien égal à 3? Oui. Oui, dans ce cas-là, on va sortir complètement de la boucle for. Donc, on ne fait rien et c'est terminé. Notre programme est terminé. Oui, Omran. Madame, je voulais savoir, est-ce que range, ça marche aussi pour les nombres décimaux? Par exemple, si je mets Non, non, en 20, valeur entière, c'est uniquement les entiers. ok, merci. On va voir un slide sur les ranges parce que le range, c'est une fonction qu'on va l'utiliser assez souvent. D'accord? Pour faire plein de choses. D'accord. Donc maintenant, on a dit break. Break, il permet de sortir, d'arrêter la boucle. C'est-à-dire, on sort complètement de la boucle for. On a une autre instruction qui s'appelle continue ou continue, qui permet de passer à l'itération suivante, c'est-à-dire aucun traitement exécuté dans cette itération et on va simplement faire l'incrémentation ou passer à l'itération suivante. D'accord? On va voir comment ça se fait. Donc ici, c'est la même structure, mais au lieu de faire un break, on a fait un continue. Donc on va dire que par rapport à l'autre code, on aura l'affichage 0, 1, 2. Donc, on atteint i égale à 3. Lorsque i est égal, donc on aura 0, 1, 2. Dans la quatrième itération où i égale à 3, est-ce que i égale à 3? Donc, if i égale à 3, ça sera validé. Dans ce cas-là, on va simplement passer à i suivante. Donc, on ne va rien afficher. On va sortir complètement de cette itération. C'est-à-dire, on ne va pas afficher i, mais on va passer à la valeur de i suivante. Donc, c'est comme l'incrémentation de i. Donc, maintenant, i est égal à 4. Donc, est-ce que 4 est égal à 3? Non. Dans ce cas-là, on va afficher 4. D'accord? On va afficher 4. Et après, on passe à i égale à 5. 5 n'est pas dans le range de 5 parce que dans le range de 5, on a 2 0 jusqu'à 4. Donc, dans ce cas-là, notre programme est terminé. On aura 0, 1, 2 et 4. Est-ce que c'est clair? Ouais, continue, ça permet juste d'avoir la valeur d'après. Passer à l'itération suivante. Mais ok. Et dans ce cas-là, on aura juste l'itération suivante, l'itération d'après, elle comptera pas. Non, c'est-à-dire on ne continue pas à exécuter les instructions dans cette bloc d'instructions. Dans une boucle for, on a un bloc d'instructions, oui ou non? Oui. On a un bloc d'instructions. Lorsqu'on a un continu, on ne continue pas à exécuter les instructions dans ce bloc d'instructions. On va simplement zapper ou ignorer cette itération et on va incrémenter le i et on exécute. Break, on arrête la boucle for. I continue, elle va simplement ne pas exécuter, ne pas continuer le traitement dans l'itération et passer dans l'itération en cours et passer à l'itération suivante.
C'est comme ici, dans notre bloc d'instruction, il y a ce test, il y a l'affichage. Donc, lorsque i est égal à 3, lorsque dans la 4e itération, lorsque notre i est égal à 3, lorsqu'on va faire continu, on ne va pas afficher le i, on va simplement passer à l'itération suivante. Donc, on va incrémenter le i et on va exécuter lorsque i est égal à 4. Ah, d'accord, en fait, il n'a pas affiché le 3, d'accord. Non. Donc, Ok, en donc fait, en fait, il saute le print i, quoi. ici, c'est un print i, mais ce n'est pas toujours un print i. On peut avoir d'autres traitements. Ce qu'il faut garder en tête, c'est lorsque on a un continu, on ne va pas continuer les instructions pour cette itération. On va simplement revenir à i, in range, et on va passer à la valeur suivante et on va refaire l'exécution des traitements. C'est-à-dire tous les traitements qui sont après le continu dans cette bloc d'instruction, ils ne seront pas exécutés pour l'itération en cours. Oui, Et il on passe revient à au l'itération. fort. Oui, il revient au fort. C'est clair? Merci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. D'accord, donc là, on a terminé ce premier cours. Il nous reste combien de temps? Une demi-heure. Ok, bien. On va arrêter le partage. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va voir cours 5. D'accord. Donc, à partir, OK, cette semaine, on va avoir les 2 cours aujourd'hui et demain en distanciel, mais à partir de la semaine prochaine, on va reprendre le présentiel normalement. D'accord? Donc, pendant le présentiel, il y aura pas d'enregistrement. Donc, il faut être présent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, D'accord. on voit. OK. Donc maintenant, on va voir les principaux types de données en Python. D'accord? Et il faut savoir quelque chose, les principaux types de données, ça existe à peu près, c'est la même chose, pas en termes de syntaxe, mais on aura les mêmes principaux types de données dans tous les langages de programmation. C'est simplement comme le syntaxe, comment déclarer ou comment manipuler qui change d'un langage de programmation à un autre, mais c'est toujours la même chose. D'accord? Donc, les principaux types de données, ça sera soit des données numériques, et pour les données numériques, ça sera float ou bien integer. Float, c'est-à-dire c'est les valeurs réelles, c'est les nombres avec une virgule. Les integers ou bien int, on l'appelle aussi int, c'est les valeurs entières, sans virgule, sans décimale. D'accord? On a les booléens qui sont true ou bien false. On peut avoir aussi des nombres complexes. On peut avoir les données alphanumériques, c'est-à-dire les chaînes de caractères. D'accord? Et une chaîne de caractères, elle peut contenir aussi des caractères numériques, mais il faut qu'elle a des lettres et on peut dans les lettres aussi rajouter des chiffres. Ça, il n'y a pas de souci. On a les données composées qui sont les listes et les tuples qu'on va les voir aussi. Est-ce que c'est clair? Donc, on peut avoir soit des nombres, c'est les données numériques, on peut avoir des valeurs booléennes, on peut avoir des chaînes de caractères, on peut avoir des listes ou un type particulier de liste qu'on va le voir dans ce cours. Est-ce que c'est clair jusqu'à ici? Oui. Donc, les integers ou les nombres entiers, comme son nom l'indique, c'est un entier avec un chiffre sans décimale. D'accord? Donc, par exemple, ici, si on déclare une variable qui s'appelle V et dedans, on va stocker 15, pour savoir son type, on a dit, on utilise quelle instruction? Pour savoir le type d'une variable, Type, entre parenthèses, l'affectation.
C'est pas l'affectation, c'est la variable. La variable. Type, entre parenthèses, la variable. Par exemple, ici, notre variable, c'est V. On met type entre parenthèses V. Il va nous retourner son type. Donc, toujours, en fait, c'est un syntaxe. C'est comme une template ou un modèle, comment Python, il retourne le type d'une variable. Il va dire que classe, sa classe. Et pour ceux qui vont avoir avec moi au second semestre la programmation orientée objet, on va étudier c'est quoi les classes. D'accord? Donc, au premier semestre, donc ça sera les SPI et les physiques. Donc, on va voir la programmation orientée objet, on va voir les classes. D'accord? Donc, il va nous dire que la classe de cette variable, c'est un int, donc c'est un int, donc c'est un integer. D'accord? C'est un entier. D'accord? Maintenant, si on teste par exemple une valeur réelle, donc c'est un nombre à virgule flottante, par exemple je mets dans V3.2, je teste son type, cette fois-ci il va me retourner que sa classe est float. Float, c'est-à-dire c'est un nombre à virgule flottante, c'est un réel. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, Omran. Mais madame, je comprends pas, ça sert à quoi d'avoir float ou int? Ça sert à quoi dans un programme? C'est quoi, ça sert à quoi? Parce que Lorsqu'on va écrire un programme informatique, on a besoin d'utiliser des variables, on a besoin de faire un traitement, un calcul pour automatiser des tâches. Et donc, on aura besoin, par exemple, d'écrire des codes, un code pour, je ne sais pas, calculer une somme, une multiplication, pour faire un programme pour qu'un avion, elle vole. Donc, on va calculer la destination, un trajet parcouru. Je ne sais pas, pour calculer la distance entre la poste et un endroit, et on va afficher une date approximative pour la livraison d'un colis. Donc, on ne pour peut pas écrire mettre tous V ces programmes. directement. Comment? On ne peut pas mettre V directement. En fait, ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'on cherche le type 15, du coup, c'est un nombre entier, et pourquoi on doit mettre int? Non, on n'a pas mis int. Ici, on a demandé à l'ordinateur c'est quoi le type de cette variable. En fait, en Python, c'est ce que j'ai expliqué pendant le cours des variables. On a dit que Python, il fait le typage des variables. Donc, dans d'autres langages de programmation, lorsqu'on déclare, on impose au compilateur c'est quoi le type. Python est un petit peu plus intelligent parce qu'on lui dit V égale à 15 et lui, lorsqu'il va voir V égale à 15, il va comprendre que c'est un entier. Donc, il va aller, d'accord, chercher en mémoire centrale, dans sa mémoire, assez d'espace mémoire pour stocker une variable de type entier et il va stocker dedans 15. En fait, pour chaque type de données, on n'a pas besoin du même espace mémoire. Une chaîne de caractères, elle aura besoin de plus d'espace mémoire qu'un entier. Donc, déjà, on a l'avantage de ne pas dire c'est quoi le type, mais lui, il a l'intelligence, ce langage de programmation, contrairement à tous les autres langages. Non, ce n'est pas tous les langages, parce que R MATLAB, par exemple, on n'a pas besoin de déclarer le type. Mais, par exemple, à l'orienté objet ou d'autres, il a l'avantage de ne pas qu'on ne précise pas c'est quoi le type. C'est lui qui est un petit peu plus intelligent que les autres langages. Il va savoir c'est quoi le type. Il va chercher assez d'espace mémoire pour stocker ses variables avec, s'il a besoin de 2 octets, il va sauvegarder avec 2 octets. S'il a besoin de 15, il va sauvegarder avec 15 octets, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. OK. Bon, les opérateurs de comparaison, on l'a vu dans le cours précédent, c'est tous les opérateurs mathématiques et logiques, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Pour les booléens, on a dit qu'il y a true qui veut dire vrai et false qui veut dire faux. Donc, les opérations booléennes classées par priorité ascendante, c'est OR, AND et NOT.
C'est comme lorsqu'on va écrire une longue instruction, il y a des multiplications, des sommes, des additions. Donc, il y a un ordre de priorité, oui ou non? On fait la multiplication avant l'addition, oui ou non? Oui. Donc, lorsqu'on a une instruction sans parenthèse, si on ne met pas de parenthèse et on a plusieurs opérateurs logiques, AND, OR, NOT, ainsi de suite, le premier, c'est le OR, le deuxième, c'est le AND et le troisième, c'est le NOT. D'accord? Et pour faciliter toujours les tâches, c'est comme en mathématiques, rajouter des parenthèses et comme ça, vous êtes tranquille. Mais si vous oubliez les parenthèses, l'ordre d'exécution, ça sera OR, AND et puis NOT. Le dernier, c'est le NOT. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. OK. Donc, on a dit qu'on peut exécuter des opérations mathématiques sur les valeurs ou les variables numériques. C'est quoi les variables numériques déjà? Int et float. Int et float. C'est les integers et les réels qui sont les floats. D'accord? Donc, pour ces deux types-là, on peut calculer une somme avec plus, une différence avec un moins, un produit avec étoile, la division ou le quotient, c'est avec un divisé. Le quotient entier, c'est 2 anti-slash. Le reste de la division, c'est avec un modulo pourcent. Et le négatif, l'opposé, c'est avec un moins. Pour les nombres complexes, c'est autre chose. Donc, il faut utiliser une structure bien définie. On verra ça plus antérieurement. D'accord? Maintenant, je souhaite, et ça, il faut l'apprendre par cœur, c'est des fonctions, on va dire c'est des fonctions qui sont prédéfinies, c'est comme la fonction range, qui vont faire des traitements, d'accord? Pour le moment, on va apprendre par cœur quelques fonctions qui sont prédéfinies dans le langage Python, c'est-à-dire c'est pas à nous de les coder, c'est des fonctions qui étaient codées dans le langage Python, donc on pourra les utiliser et on aura tout un cours sur les fonctions. On va apprendre nous-mêmes à écrire nos propres fonctions. C'est D'accord? des fonctions, ça, voilà. Pardon? J'ai pas entendu. Celui qui a posé une question sur les fonctions, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Bon, c'est pas grave. Donc, si, par exemple, lorsque je mets plus x, dans ce cas-là, la valeur de x ne change pas. Lorsque je fais, pour calculer la valeur absolue, j'utilise ABS, entre parenthèses, 7x. Donc, par exemple, si x est égal à moins 3, je fais y égale à ABS x, donc y, elle aura la valeur 3. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous voulez dire apps Y? ABS, Apps X? oui, ça calcule la valeur absolue de x. Est-ce que c'est clair? Et pour ceux qui ont fait d'autres langages de programmation, on peut retrouver à peu près les mêmes fonctions avec les mêmes noms. Ah, madame, D'accord? mais si on a x égale moins 3 et apps x, bah, ça sera égal à 3. Enfin, parce que vous avez dit que x prenait la nouvelle valeur, mais J'ai dit y égale à ABC entre parenthèses x. Donc y, elle aura la valeur 3. Si x est égal à moins 3, ABC entre parenthèses x, elle aura la valeur 3. oui. Ok. En fait, étant donné que je ne suis pas en train d'écrire sur un écran, sur un tableau, d'accord, et que je suis fixée sur un écran, c'est très difficile et parfois je fais des erreurs. C'est des erreurs, c'est comme des fautes de frappe, mais simplement parce que je suis pas en train d'écrire, d'accord? Donc, pour maintenant convertir un nombre
pour convertir une variable vers un nombre entier, on fait int de x. Pour convertir maintenant vers un float, on fait float entre parenthèses x. Ça j'ai utilisé un terme la semaine dernière pour faire int de x ou float de x. Comment on a appelé ça? Le cast? Un cast. Très, très, très bien. Il y a des gens qui suivent très, très bien mon cours. Donc, un cast. Donc, si je souhaite caster, c'est-à-dire changer le type d'une variable, si par exemple, je souhaite changer son type vers un entier, si par exemple, x est égal à 5,4, lorsque je fais int de x, il va me retourner 5. Je garde que la partie entière. Si par exemple x est égal à 5, lorsque je fais float de x, donc float de x, il va retourner 5,0. D'accord? Donc, complexe REIM, donc c'est un nombre complexe avec une partie réelle, RE pour la partie réelle et IM pour la partie imaginaire. Et IM, elle vaut 0 par défaut. D'accord? Après, si je souhaite calculer, par exemple, le conjugué d'un nombre complexe, je fais, par exemple, mon nombre complexe, c'est C. Donc, pour calculer le conjugué, ça sera C point conjugate, parenthèse. D'accord? Bon, ça, c'est un syntaxe à apprendre par cœur. Donc, on ne peut pas dire pourquoi on a fait ça ou pourquoi on n'a pas fait ça. C'est celui qui a codé ce langage, qui a défini ses fonctions et ses façons pour utiliser ces fonctions. D'accord? Donc, pour nous, il faut juste les appliquer. Si vous n'êtes pas content, vous devez écrire un code, des fonctions qui permettent de le faire à la façon que vous voulez le faire. D'accord? POW. Donc, POW, elle permet de calculer une puissance. Donc, si pour calculer x à la puissance y, on fait POW entre parenthèses x virgule y. Une autre façon de le faire, c'est x 2 étoiles y. Pour calculer maintenant, pour retourner deux valeurs qui sont le quotient et le reste de la division, on utilise une fonction qui s'appelle divmod qui va retourner le quotient et puis bon, il va retourner un tuple. On va voir c'est quoi les tuples. Donc, ça sera deux valeurs ou une paire. On peut dire que c'est un paire. Donc, le quotient et le reste de la division. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, ça, c'est à apprendre par cœur. Et on va pratiquer. Bon, il y a certains qu'on va les utiliser souvent, d'autres beaucoup moins. Donc maintenant, on va passer aux listes. Est-ce que vous avez des questions et quelle heure est-il maintenant? Ok, donc maintenant, on va voir des structures complexes. Donc là, on commence par les structures complexes. Tout ce qui est entier, les valeurs numériques, valeurs numériques ou bien les booléens, ça s'appelle des types simples. D'accord? Maintenant, on va voir des types complexes. Un type complexe, c'est lorsqu'il contient plusieurs valeurs. D'accord? Donc, une liste, c'est une structure de données qui contient une série de valeurs. OK? Donc, Python, il autorise la construction de listes contenant des valeurs de types différents, donc par exemple des entiers ou des chaînes de caractères. Donc, on aura besoin dans notre code, par exemple, de structures qui ne contient pas une seule valeur, mais plusieurs valeurs. Je ne sais pas, des matrices, des tableaux, on a besoin d'une série de valeurs qui contient les noms et les prénoms d'étudiants dans une classe, d'accord? Et donc, pour ça, on aura besoin de structures de données qui permettent de stocker une série de valeurs. Donc, Python autorise la construction de listes contenant des valeurs de types différents. Et donc, ça, c'est un avantage. Ce n'est pas tous les langages de programmation qui le permettent. C'est-à-dire, je peux déclarer une série qui contient des chaînes de caractères, plus des entiers, plus des booléens, ainsi de suite. D'accord? Donc, une liste est déclarée par une série de valeurs. N'oubliez pas les guillemets, simple ou double, s'il s'agit de chaînes de caractères. Toujours, lorsqu'on souhaite déclarer une chaîne de caractères, soit il faut utiliser des guillemets, soit simple, soit double. D'accord?
Et toujours, parce que c'est une série, il faut séparer ces valeurs par des virgules et encadrer les tout par des crochets. Donc là, par exemple, dans mon code, je souhaite déclarer une liste qui s'appelle animaux. Dans cette liste, je vais mettre 4 chaînes de caractères: girafe, tigre, singe, souris. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, pour une liste, il faut que ça soit encadré par des crochets. Et les différentes valeurs de cette liste doivent séparer par des virgules. Parce qu'en fait, le problème, c'est que pour vous, parfois, lorsque vous voyez le code, bon, c'est évident, c'est simple. Mais après, lorsque vous êtes sur un PC et vous commencez à coder, vous oubliez les deux points, vous oubliez parfois le retour à la ligne, vous oubliez la tabulation, vous oubliez les guillemets, parfois les parenthèses. Et après, vous avez des messages d'erreur et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, en fait, Python, comme je l'ai expliqué, il est bête. Il attend une syntaxe bien précise. Si vous faites la moindre modification dans votre code, tu auras un message d'erreur. Il ne va pas comprendre. Lui, s'il attend 2 crochets, il faut 2 crochets. Si vous remplacez les crochets par 2 parenthèses, il y aura un message d'erreur ou ça sera un autre type complètement différent. Donc, s'il vous plaît, moi, je vous encourage, pour ceux qui souhaitent réussir cette matière, de revoir le cours, de exécuter, par exemple, tous ces différents codes ici. Lorsque vous rentrez chez vous, essayez de retaper le code sur votre machine. D'accord? Sinon, en fait, la programmation, c'est facile. Du moment où vous allez travailler plus, vous allez réussir et vous allez devenir des bons développeurs. À force de forger, on devient un forgeron et à force de coder, on devient un développeur. Si vous ne codez pas, vous n'allez jamais devenir des développeurs et vous n'allez jamais apprendre la programmation. Parce qu'on apprend la programmation à force de commettre des erreurs, faire des erreurs et apprendre à corriger, comment corriger ces erreurs et comment ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est-à-dire apprendre par cœur la syntaxe. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, donc je vais finir avec ce slide-là et après, on va voir le reste demain. D'accord? Donc, deuxième ligne, qui souhaite lire la deuxième ligne? Allez, Alexandre. Bah, la taille, elle comprend les nombres 5, 2.5, enfin 2,5, 1,75 et 0,12. D'accord, donc Les taille, variables. lorsqu'on voit cette ligne de code, elle nous dit que taille, elle est de quel type? Et les de type float. Non, taille, c'est une liste. C'est un type de données Ah qui oui, s'appelle liste. C'est une liste de valeurs. Ça s'appelle une liste. C'est comme on avait le type float ou le type int. Maintenant, c'est un nouveau type. Ce type-là, c'est un type qui s'appelle liste. Donc, taille, c'est une liste qui contient 4 valeurs. D'accord? La première valeur, c'est 5, donc c'est un entier. La deuxième valeur, c'est 2,5, c'est un float. La troisième valeur, c'est aussi un float qui est de valeur 1,75. Et la quatrième valeur, c'est un float qui est de valeur 0,12. D'accord? Ensuite, donc mix, mixte, c'est quoi mixte? c'est une liste aussi Oui. avec la chaîne D'accord. de caractères. Pourquoi vous dites que c'est une liste? Qu'est-ce que ça vous dit que c'est une liste? Bah, parce qu'on a des chaînes de caractères, des entiers et des réels. Donc, parce qu'on a une série de valeurs et quoi d'autre? Ça, c'est un critère pour dire que c'est une liste. Entre Et les crochets. crochets, Oui. tout à fait. Lorsqu'on voit une série de valeurs avec des crochets, c'est une liste. Parce que si on n'a pas des crochets, ça sera un autre type D'accord. qu'on va le voir dans la semaine prochaine ou peut-être demain. D'accord? Ensuite, d'accord, Bon. lorsqu'on va taper juste animaux,
On va voir le de contenu machine. d'animaux. Donc, il va nous afficher qu'est-ce qui est contenu dans cette variable animaux ou dans cette liste Liste, animaux. Donc, ok. ça sera girafe, tigre, singe, souris. D'accord? Donc, on va, il y a quelqu'un qui a qui a levé sa main. Donc, Ah, c'est quand? Oui, 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 excuse-moi, madame. Madame, est-ce qu'on oui. peut échanger ou ajouter les valeurs pour les listes, s'il vous plaît? Oui, on peut ajouter ou supprimer des valeurs dans des listes. Et il y a des fonctions pour le faire et on peut accéder aux différents éléments de la liste. Ça, on va le voir demain. D'accord? On va voir c'est quoi les fonctions, comment pouvoir insérer, supprimer, concaténer des listes, faire plein de traitements sur des listes. Donc ça sera, on va le voir demain. D'accord? Donc, merci beaucoup et on se retrouve demain à 8 heures. Très bien. Bonne journée, Au madame. Bonne revoir. journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hmm.